Bonjour à toutes et tous, cette capsule vidéo concerne le cours du mardi 24 mars. Donc elle sera consacrée à la correction de l'activité 1 du chapitre 13, voire l'infiniment petit, que vous avez là. Donc comme d'habitude, le document est sur le NT avec le corrigé et le cours du jour, puisque à l'issue de la correction de l'activité, nous démarrerons le chapitre 13 sur les transferts macroscopiques d'énergie. Donc, cette activité commençait par un texte sur la microscopie et donc présentait deux types de microscopes, les microscopes les microscopes dits en champ proche, donc comme le microscope à effet tunnel ou le microscope à force atomique. Alors avant de commencer, une présentation de ce qu'est le microscope à effet tunnel. Donc là, on vous le dit, le microscope à effet tunnel, permet de cartographier atome par atome la surface d'un matériau conducteur, donc en mesurant le faible courant électrique établi par effet tunnel entre la pointe et la surface. Alors juste une petite présentation de l'effet tunnel. Donc pour que ce ballon franchisse la colline, il faut qu'il ait suffisamment d'énergie pour dépasser cette colline. Donc il faut lui fournir de l'énergie, faute de quoi il redescend du côté initial. Au niveau microscopique, eh bien, ça ne se passe pas exactement de la même manière. C'est-à-dire qu'un atome, même avec une énergie insuffisante, peut traverser une barrière d'énergie. On appelle ça l'effet tunnel. Alors, une petite illustration de cet effet tunnel ici avec une vidéo qui a été réalisée par l'équipe de Julien Bobroff. Le nom vous dit peut-être quelque chose, c'est un physicien quantique et un vulgarisateur de très grand talent qui fait une conférence confinée le jeudi 26 mars. Vous avez mis le lien sur le NT. Je vous invite à regarder cette conférence qui sera sûrement très intéressante. Alors, présentation de l'effet tunnel par l'équipe de Julien Bobroff. Donc un objet quantique envoyé sur une barrière épaisse, il rebondit. Mais si la barrière est suffisamment fine, l'objet peut parfois passer à travers. Et plus la barrière est fine, plus l'objet a de chances de passer de l'autre côté. En fait, ce qui se passe, c'est que une particule quantique se comporte comme une onde et aussi comme une particule. Donc comme une onde, elle a une probabilité de présence dans tout l'espace. Et donc si la barrière est suffisamment fine, elle a en particulier une probabilité de présence qui devient non négligeable de l'autre côté de la barrière. Et donc elle peut se matérialiser en particules de l'autre côté de la barrière. Et c'est ça la mise en place de l'effet tunnel. Et ça a diverses applications. Donc là, on a une pointe fine qui se rapproche d'un matériau. Et donc, échange d'électrons. Voilà, donc c'est ce qui est marqué ici. Donc les électrons peuvent être arrachés par effet tunnel au métal. Et donc on mesure du coup, comme on a un mouvement d'électrons, on mesure un courant. Parce qu'un courant n'est rien d'autre qu'un mouvement de charge. Hein. Et donc grâce à ça, on peut cartographier une surface. On peut reconstituer où se trouvaient les atomes et tracer leur position. Donc ça c'est le principe de la microscopie à effet tunnel. Alors, avant de revenir au texte, juste une petite illustration de, de ce, de ce qu'on peut faire avec un microscope à effet tunnel. Donc je passe à la suite. Donc ça, c'est une vidéo que vous trouverez très facilement sur YouTube. Elle a été faite par IBM. Tous les points que vous voyez là, ce sont des molécules de monoxyde de carbone. Là, en fait, la largeur de l'image, c'est de l'ordre de la cinquantaine de nanomètres. Je crois que c'est 25 nanomètres de haut sur 45 de large. Donc un film qui a été fait image par image avec un microscope à effet tunnel qui déplace les molécules de monoxyde de carbone. Et donc voilà, ça raconte une histoire dont le scénario n'est pas forcément passionnant, mais bon, la prouesse technologique, elle est là. On est à quasiment le zéro absolu, hein, 3 ou 4 degrés Celsius au-dessus du zéro absolu, donc pas 3 ou 4 Kelvin, quoi, de cet ordre-là. Et donc c'est un travail qui a pris 3 semaines à peu près, pour à peu près 200 images comme ça qui sont
positionnées les unes après les autres. Et donc chaque molécule de monoxyde de carbone est déplacée à l'aide d'un microscope à effet tunnel. Donc on revient ici à la description de ce microscope à effet tunnel. Donc là, la pointe fine qui est commandée par des céramiques piézoélectriques. Et donc on le déplace au-dessus de la surface à étudier. Une tension est appliquée et permet d'arracher des électrons. Et en fait, la tension est maintenue, constante. Non, plutôt l'intensité du courant est maintenue constante. Et donc pour maintenir l'intensité du courant constante, eh bien, la pointe s'élève ou redescend et s'ajuste comme ça pour rester à altitude constante par rapport à la surface qu'on étudie. Et donc ça permet de reconstituer le relief du matériau atome par atome. Donc ça c'est le principe du microscope à effet tunnel. Donc là, vous aviez un texte ici qui vous présentait le microscope classique et les microscopes à champ effet tunnel ou force atomique. Un document qui précisait les limites de résolution des différents microscopes, donc l'œil humain déjà, centaines de micromètres. Microscope optique, donc on arrive à la centaine de nanomètres, à rayon X, dizaines de nanomètres, et en champ proche, on arrivait au dixième de nanomètre. Donc rappelez le domaine des longueurs d'onde du visible. Donc là, vous devez connaître ces limites, 400-800 nanomètres. Vous devez aussi connaître les couleurs des limites. Donc 400 nanomètres le violet, 800 nanomètres le rouge. Et en déduire la limite de résolution des microscopes. Donc là, on vous disait, la diffraction qui est propre aux ondes lumineuses ne permet plus d'obtenir une image nette. L'objet observé au microscope doit avoir une dimension supérieure à la longueur d'onde de la lumière permettant l'observation. La limite est donc de quelques centaines de nanomètres. Donc là, la limite de résolution donc des microscopes optiques est de l'ordre de 400 nanomètres à cause de la diffraction. Donc c'était écrit dans le petit paragraphe ici. Deuxième question, donnez les noms des deux microscopes en champ proche cités dans le texte. Donc on avait le microscope à effet tunnel, qui était nommé ici, et le microscope à force atomique, qui était donné là. Leur mode de fonctionnement est-il comparable à celui d'un microscope classique? Donc quand on a un microscope optique, on fait converger la lumière qui est issue des objets à observer afin d'obtenir une image agrandie. Dans les microscopes en champ proche, on a une pointe qui se déplace à proximité de l'objet étudié, et la pointe suit la surface et enregistre le relief de cette surface. Donc c'est pas le même principe. Les couleurs, donc question 2b, les couleurs observées sur les images obtenues correspondent-elles aux couleurs des atomes? Non, elles sont recréées, elles ne correspondent pas à la réalité, elles permettent juste de mettre en évidence le relief de la surface. Donc chaque petite bosse ici est un atome, comme vous voyez dans le document 2. D'après la figure 1, quel est le rapport de grandeur entre les dimensions accessibles par l'œil humain et celles accessibles par un microscope en champ proche? Donc on était de l'ordre de 100 micromètres pour l'œil humain et de l'ordre de 0,1 nanomètre pour le microscope à champ proche. Donc on avait un facteur de 1 million. Quand vous faites 110 moins 6 divisé par 0,110 moins 9, eh bien vous avez un résultat qui vous fait 10 puissance 6, donc 1 million. Le microscope en champ proche donne une résolution 1 million de fois supérieure à la résolution de l'œil humain. Et enfin, les microscopes en champ proche permettent-ils de voir au sens propre les atomes? Donc ça ne permet pas de voir les atomes, on ne récupère pas la lumière qui a été émise par des atomes. En fait, les microscopes déterminent le profil de surface des objets observés, mais atome par atome, et ensuite l'image est obtenue et synthétisée par un ordinateur qui interprète l'intensité du courant ou le mouvement de la pointe du microscope. Donc là, vous aviez le corrigé ici. Et ensuite, donc pour le chapitre 13, alors qu'on va démarrer maintenant, donc avec une première partie qui traite du microscopique au macroscopique. Donc comme d'habitude, les compétences exigibles, impératives, là ici c'est ce sur quoi vous pourriez être évalué dans ce chapitre. Nous, dans le cours du jour, on va se limiter à ces trois premiers items. Donc extraire et exploiter des informations sur un dispositif expérimental permettant de visualiser des atomes et des molécules, c'était l'objet de cette activité. Et donc on va voir les deux autres items dans le cours maintenant.
Donc l'objet de ce chapitre, c'est sur les transferts macroscopiques d'énergie, et en particulier, on va s'intéresser aux transferts thermiques. Mais donc, on va pour ça introduire l'énergie interne. Et on commence par parler du microscopique au macroscopique. Donc la description de la matière peut être faite au niveau microscopique ou au niveau macroscopique. Hein. Ici, vous avez par exemple les atomes de fer qui constituent ce fer à cheval ou le fer à cheval lui-même. Le fer à cheval, c'est macroscopique. Les atomes de fer, c'est microscopique. L'approche microscopique décrit le comportement individuel des constituants d'un système. L'approche macroscopique, elle, elle s'intéresse au comportement de l'ensemble des constituants. Ce qui permet de passer de ce niveau microscopique à ce niveau macroscopique, eh bien, c'est le nombre d'Avogadro. C'est la constante d'Avogadro qui permet de passer du monde microscopique à notre échelle à nous, au monde macroscopique. Euh, il est bon de connaître quelques ordres de grandeur. Par exemple, l'ordre de grandeur, la taille du noyau, 10-15 mètres, celle de l'atome, 10-10 mètres. C'est bon d'avoir ces ordres de grandeur un peu en tête ici. Et la valeur de la constante d'Avogadro, c'est bien aussi de l'avoir en tête, qui permet de passer donc de l'échelle atomique à notre échelle macroscopique à nous. Alors la notion d'ordre de grandeur, je reviens dessus mais rapidement. En fait, vous l'avez déjà rencontré ça au collège et puis vous revu en seconde. L'ordre de grandeur, c'est la puissance de 10 la plus proche du nombre considéré. Quand vous avez un nombre qui est écrit en écriture scientifique, a fois 10 puissance n, et bien donc avec a compris entre 1 et 10, pour avoir l'ordre de grandeur, ce sera soit 10 puissance n si a est plus petit que 5, soit 10 puissance n plus 1 si a est supérieur ou égal à 5. Bon, ça c'est des choses que vous avez déjà vues. Et donc, pour l'énergie des systèmes macroscopiques, donc on voit qu'on a deux parties. On a une partie qu'on connaît déjà, l'énergie cinétique du système s'il est en mouvement, hein, l'énergie qui est liée à sa vitesse. L'énergie potentielle du système, donc en interaction avec son environnement, par exemple l'énergie potentielle de pesanteur. Mais on a aussi l'énergie microscopique, qui est liée aux constituants du système. Donc l'énergie cinétique des particules constituant le système qui sont en mouvement du fait de leur agitation thermique, l'énergie potentielle d'interaction électromagnétique entre les atomes, donc les liaisons, entre les ions, hein, cohésion d'un cristal ionique, ou entre les molécules, qu'elles soient polaires ou apolaires, donc interaction type Van der Waals, liaison hydrogène, tout ça c'est les énergies potentielles d'interaction. Et alors, la somme des énergies cinétiques et potentielles microscopiques, c'est ce qu'on appelle l'énergie interne. Alors c'est noté U, c'est en joules évidemment, puisque c'est une énergie. On n'accédera jamais vraiment à U, ce qu'on aura c'est sa variation, delta U, la variation d'énergie interne. Elle dépend que de l'état initial et de l'état final du système, et elle est liée au transfert d'énergie reçu ou cédé par travail, ça on a déjà rencontré, ou par transfert thermique. Donc là, on va l'aborder plus précisément dans ce chapitre. Par convention, le travail et le transfert thermique seront comptés positivement s'ils sont reçus par le système et négativement s'ils sont cédés. Si on a un système qui n'interagit pas avec son environnement, donc système isolé, il n'échange ni énergie ni matière avec l'extérieur, la variation d'énergie interne elle sera nulle. Et donc quand on fait la somme des énergies cinétiques microscopiques et macroscopiques, c'est ce qu'on appelle l'énergie totale. C'est la somme de toutes ces contributions, donc à la fois microscopiques et macroscopiques. Alors, voilà pour le cours du jour. Donc le prochain cours jeudi sera consacré à la correction des exercices du chapitre 11 stéréoisomérie et du chapitre 12 mécanisme réactionnel. Jeudi, je vous conseille aussi, vous arrivez à vous libérer un peu de temps, de regarder la conférence filmée de Julien Bobroff, là où je vous ai mis déjà le lien. Voilà, bon courage, bon travail et à jeudi.